La culture prend des formes diverses à travers le temps et l'espace. Cette diversité s'incarne dans l'originalité et la pluralité des identités qui caractérisent les groupes et les sociétés composant l'humanité. Source d'échanges, d'innovation et de créativité, la diversité culturelle est, pour le genre humain, aussi nécessaire que l'est la biodiversité dans l'ordre du vivant. En ce sens, elle constitue le patrimoine commun de l'humanité et elle doit être reconnue et affirmée au bénéfice des générations présentes et des générations futures. Dans nos sociétés de plus en plus diversifiées, il est indispensable d'assurer une interaction harmonieuse et un vouloir vivre ensemble de personnes et de groupes aux identités culturelles à la fois plurielles, variées et dynamiques. Les politiques favorisant l'intégration et la participation de tous les citoyens sont garantes de la cohésion sociale, de la vitalité de la société civile et de la paix. Indissociable d'un cadre démocratique, le pluralisme culturel est propice aux échanges culturels et à l'épanouissement des capacités créatrices qui nourrissent la vie publique. La diversité culturelle élargit les possibilités de choix offertes à chacun. Elle est l'une des sources du développement, entendue non seulement en termes de croissance économique, mais aussi comme moyen d'accéder à une existence intellectuelle, affective, morale et spirituelle satisfaisante. La défense de la diversité culturelle est un impératif éthique, inséparable du respect de la dignité de la personne humaine. Elle implique l'engagement de respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales, en particulier les droits de personnes appartenant à des minorités et ceux des peuples autochtones. Nul ne peut invoquer la diversité culturelle pour porter atteinte aux droits de l'homme garantis par le droit international, ni pour en limiter la portée. Qu'est-ce que la diversité? Est-elle présente au théâtre? Pourquoi autant de débats autour de cette notion? Le théâtre, qui est un art du vivant, des personnages, des costumes, des histoires, de la transformation, a-t-il du mal à s'ouvrir à d'autres corps, en laissant par conséquent aux spectateurs la vision d'une homogénéité blanche? On peut légitimement se demander, par le manque de comédiens de couleur sur les plateaux, s'ils existent, s'ils sont formés dans les écoles et les conservatoires. De plus, apparaît alors la question sociale. Le théâtre est-il un art fait par des classes moyennes et supérieures pour un public tout aussi aisé? Si le théâtre est un art communautaire, historiquement constitué de troupes et favorisant le lien social et la création d'une identité nationale par la culture, pourquoi semble-t-il exclure? Le monde de la culture fait-il preuve de discrimination par le biais de rôles de fonction et par des emplois qu'il présente à ses comédiens? Quels sont les moyens mis en œuvre pour pallier ce manque de visibilité ou la présence de rôles péjoratifs? Quelles sont les méfiances envers la lutte pour plus de diversité? Ces dernières années, il y a eu plusieurs polémiques autour du manque de diversité sur les scènes de théâtre. D'abord les Molières, que ce soit par le manque de comédiens racisés nommés, dont découle le discours de Fary, mais aussi par le sketch sur Touchy-Toucha. En 2015, Luc Bondy devait mettre en scène Othello, pièce de Shakespeare, avec Philippe Torreton dans le rôle titre. Problème, le sous-titre de la pièce est le mort de Venise. Un mort désignait un habitant de l'Afrique du Nord, et par extension, une personne noire. Il s'agit de l'une des seules pièces du répertoire mettant en avant un personnage de couleur, donc le faire jouer par un blanc a posé problème, mais nous y reviendrons plus tard en laissant Philippe Torreton s'exprimer sur la polémique. Le 25 mars 2019, pendant le Festival des Dionysies, des militants de la Ligue de défense noire africaine, de la Brigade anti-négrophobie et du Conseil représentatif des associations noires ont empêché la représentation des suppliantes d'Eschyle par la compagnie des Modocos en les accusant de blackface par l'utilisation de masques et de maquillage noircissant la peau des comédiens. Toujours en 2019, Kanata, la pièce de Robert Lepage, a été annulée au Canada à cause de l'absence d'autochtones dans la distribution, malgré un sujet sensible. L'histoire du pays à travers les relations entre les Blancs et les autochtones, c'est-à-dire l'oppression des Indiens et Amérindiens sur le continent. Ici, plus de blackface, mais une dénonciation d'appropriation culturelle, définie par Éric Fassin comme étant un emprunt entre les cultures inscrit dans un contexte de domination. Ariane Mouchkine, directrice du Théâtre du Soleil, a publié un texte expliquant son choix de faire jouer Kanata dans son théâtre. Ariane Mouchkine et le Théâtre du Soleil sont finalement arrivés à la conclusion que Kanata, le spectacle en cours de répétition, ne violait ni la loi du 29 juillet 1981, ni celle du 13 juillet 1990, ni les articles du Code pénal qui en découlent. En cela qu'il n'appelle ni à la haine, ni au sexisme, ni au racisme, ni à l'antisémitisme, qu'il ne fait l'apologie d'aucun crime de guerre, ni ne conteste aucun crime contre l'humanité, qui ne contient aucune expression outrageante, ni terme de mépris, ni invective envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance, ou de leur non-appartenance, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée. Mais d'ailleurs, à partir de quand le théâtre s'est-il intéressé aux histoires de personnes noires et arabes? Les premières pièces mettant en scène des personnages venus d'Orient datent du XVIIe siècle, concordant avec l'orientalisme. Il s'agit d'un courant esthétique, littéraire et artistique, venant de la fascination des Occidentaux pour l'Empire ottoman, et s'ancrant définitivement dans la culture française lors de la désagrégation de cet empire après la guerre d'indépendance grecque de 1820, poussée aussi par la colonisation européenne. En exceptant les pièces religieuses prenant place à Jérusalem, comme Abraham sacrifiant de Théodore de Bèze en
en 1550, La Cléopâtre captive d'Étienne Jodelle en 1553 ou Les Juifs de Robert Garnier en 1583, la première pièce mettant en scène l'Orient est La Sultane de Bounin en 1561, cas isolé et marginal, et cela s'étend dans le siècle suivant avec Le bourgeois gentilhomme de Molière en 1670, puis Bajazet de Racine en 1672. Des dramaturges comme Voltaire, qui écrit Zaïre, Mahomet ou encore L'orphelin de la Chine trouvent l'intérêt pour l'Orient. Seulement, comment représenter des personnages non blancs à la comédie française au XVIIIe siècle? Cela passe premièrement par les costumes, invention récente et révolution dans le milieu du théâtre, mais aussi par le maquillage et des perruques. Par exemple, le journal La Chronique de Paris, en 1762, demanda à Talma, acteur de la comédie française, de se grimer pour jouer Othello, pour, je cite, mettre autant de sévérité dans son costume que de vérité dans son jeu. De même, Olympe de Gouges, en 1788, demandait pour sa pièce L'esclavage des Noirs: Je n'ai qu'un conseil à donner aux comédiens français, et c'est la seule grâce que je leur demanderai de ma vie, c'est d'adopter la couleur et le costume nègre. Tout cela a été refusé par la troupe de la comédie française. Juste avant la Révolution de 1848 et l'abolition de l'esclavage, les premiers comédiens noirs ont pu jouer sur les scènes parisiennes, et je ne peux pas résister à l'envie de vous montrer l'accueil fait pour ces acteurs par la critique de l'époque dans le Moniteur universel. Dans une parade dont le but est de prouver, au moyen d'ignobles lazzi, que le nègre esclave est plus heureux que le blanc son maître, faire figurer un noir, c'est pour moi une cruelle et sanglante ironie que tout l'esprit de Piron, Le Sage, Favart et Dessaugiers réunis ne pourrait rendre tolérable. En 1911, Gémier recrute le célèbre clown Chocolat pour jouer au théâtre Antoine dans Moïse d'Edmond Guiraud. La presse suit l'expérience de près, mais ce sera un échec. La pièce est rapidement retirée de l'affiche. Ce four n'est-il pas la preuve qu'un nègre peut faire le pitre sur la scène des Folies Bergères, mais jouer la comédie... L'arrivée de comédiens non blancs avec des rôles principaux et amélioratifs est assez récente. Le premier comédien noir sur une scène française est Habib Benlia. Il a joué en 1913 dans Le Minaret, dans une mise en scène de Jacques Richepin, au Théâtre de la Renaissance, puis dans de nombreuses pièces et a aussi tourné au cinéma. Mais c'est dans les années 70 et 80, avec Peter Brook et le duo Coltès-Chéreau, que les comédiens non blancs ont connu un essor en termes de représentation sur les plateaux. Concernant Peter Brook, son intérêt pour l'ailleurs commence en 1971 avec la pièce Orgasme en Iran, puis la conférence des oiseaux de Farid Oudin Attar, mis en scène en juillet 1979 au Festival d'Avignon, qui posait déjà des questions de l'entremêlement des cultures, et enfin le Mahabharata en 1985, qui explorait la culture indienne. Évidemment, le travail de Peter Brook sur la diversité culturelle ne s'est pas terminé à ce moment-là, mais pose des bases d'un questionnement toujours actuel. Pour en revenir à Coltès et Chéreau, le côté novateur ne passe pas par une mise en scène à proprement parler, mais par l'écriture de Bernard-Marie Coltès. Il compose des rôles pour des comédiens racisés, comme Combat de nègres et de chiens, mis en scène en 1983 par Patrice Chéreau, pièce qui se passe en Afrique de l'Ouest dans une entreprise française, avec Sadiki Bakaba, mais aussi Retour au désert, créé en 1988, qui a pour sujet les rapports entre l'Algérie et la France, la guerre et la question des racines familiales, avec Isaac de Bancolé et Salah Teskouk. Plus récemment, c'est en 2014-2015 que le manque de diversité se fait ressentir sur les plateaux, avec de plus en plus d'écoles et de classes préparatoires s'ouvrant à cette question. Premier acte au TNS, ainsi que la classe préparatoire intégrée à la Comédie de Saint-Étienne. Pour répondre à toutes ces interrogations, j'ai été questionner des comédiens, des directeurs de théâtre, des metteurs en scène et diverses personnes travaillant dans le milieu du théâtre français pour faire un état des lieux sur la diversité aujourd'hui, sur les scènes françaises et montrer les moyens mis en œuvre pour pallier le manque de cette même diversité. Parce que quand vous dites non-blanc, qu'est-ce que vous faites des blancs handicapés, des blancs avec des, on va dire, des corps qui sont, sans être handicapés, pas comme les autres? Qu'est-ce qu'on fait des transgenres? Qu'est-ce qu'on fait des, voilà. Le problème de cette appellation ou définition non-blanc, c'est, moi j'ai été amené à notamment organiser un débat sur la question de la diversité au théâtre dans le sein même de l'école. Il y avait pas mal d'intervenants, très intéressants, etc. Sauf qu'on est resté 2 heures ensemble à débattre et que on en est resté à l'opposition noir-blanc. Moi, ça m'a pas étonné et en même temps, ça m'a un peu consterné parce que la question de la diversité, elle est un peu prise en otage par cette opposition noir-blanc. Enfin, c'est un peu, je trouve que c'est quand même très dommage d'être aussi réducteur dans
approche de la question de la diversité. Donc ça, c'est vraiment pour moi une chose qui est hyper importante. Diversité, c'est pas que noir et blanc. Diversité, du coup, ça implique, c'est-à-dire que du coup, les blancs ne sont pas divers aussi. On est tous divers et variés, tu vois. Donc il n'y a pas de raison de... Pourquoi les diversités, les gens divers, ça ne serait que les gens de couleur, que les personnes non blanches. Je comprenais pas, tu vois. Après, c'est au fur et à mesure des années que je me suis dit, bon, ils ont besoin d'un terme pour pouvoir placer tout ça et pour mettre en marche quelque chose. Donc, ok, diversité, s'il faut mettre un mot dessus, bah, mettez le mot. En fait, comme je viens d'une famille qui est plutôt, je dirais entre pauvre et très modeste, le milieu du théâtre n'est pas fait pour ces gens-là. Je m'explique. En gros, pour faire du théâtre, il faut réussir des auditions. Pour réussir des auditions, il faut se faire connaître. Enfin, pour en avoir, ne serait-ce qu'en avoir un petit peu, il faut se faire connaître un tout petit peu dans le réseau. Ou il faut appartenir à une agence. Et avant ça, il faut que tu fasses soit le Conservatoire national, soit un truc qui fait que tu peux te mettre dans les rails du marché. Mais avant tout ça, il faut faire, pour qu'on puisse te voir sur scène de temps en temps, faire des écoles privées ou des conservatoires d'arrondissement. Et moi, je ne savais pas que les conservatoires d'arrondissement, ça existait, mais je sais que l'école que j'ai faite, c'était la moins chère, elle coûtait 280 € par mois. Et quand tu es pauvre, c'est compliqué de sortir 280 € par mois. Et du coup, il y a déjà une présélection qui se fait, déjà là. Et tu commences à traîner avec des gens qui sont d'un autre milieu social, alors qu'avant, tu traînais avec d'autres gens. Et donc déjà, il y a une sélection qui se fait. Donc c'est plus difficile. Ça a été plus difficile pour moi que pour d'autres, parce que j'avais pas beaucoup d'argent. On s'amusait à faire des proportions avec mes potes. Et on est une classe de 30, il y a 15 filles, 15 garçons, mais il y a souvent un noir et 3 arabes. Mais vraiment, c'est les chiffres à peu près. Si c'est pas 3, c'est 4, mais ça va pas au-delà. Un noir, 3 arabes et un gros. Et le gros, alors lui, par contre, il est rare, il est très rare. Et lui, il travaille beaucoup après quand il sort du conservatoire. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors je sais pas pourquoi. Vraiment, je ne sais pas pourquoi. J'ai envie de dire, c'est parce que les blancs refusent les noirs, mais j'en suis pas sûr non plus. Je sais pas. On a envie de se dire, c'est peut-être le milieu social qui fait ça. Et effectivement, voilà, il y a juste à regarder. En cité, il y a plus de noirs et d'arabes. Dans le 16e, beaucoup moins. Voilà, on peut dire que c'est un cliché. Il suffit de regarder. Du coup, est-ce que du coup, en développant cette théorie, est-ce que ça ne veut pas dire qu'au théâtre, c'est la même chose ? Je veux dire, quand j'étais au conservatoire, on n'était pas beaucoup à venir de province. On n'était pas beaucoup à ne pas avoir aucun membre de sa famille dans le milieu du spectacle. On n'était pas beaucoup à avoir des parents au SMIC. Et donc, quand on impose le bac pour passer le concours du conservatoire, c'est une énorme connerie qu'on fait. Une énorme connerie. On a le droit d'être comédien et de ne pas avoir le bac, et d'accéder à une école supérieure, par son talent. Et c'est ce que fait Arnaud Meunier, par cette école où tout d'un coup, on peut voir des jeunes qui ont un peu de mal avec l'école et qui tout d'un coup vont là retrouver une stabilité par le théâtre, une envie, préparer des concours, que le théâtre se nourrisse de tous ces apports-là de gens différents. C'est-à-dire que quand je suis arrivé au conservatoire de Rouen, donc dans le centre-ville de Rouen, c'était quasiment la première fois que je mettais les pieds dans le centre-ville. Et en fait, quand je suis arrivé, ça a été un peu un bouleversement parce que tout à coup, j'avais affaire à des gens qui étaient à un endroit social aisé, assez aisé, mais absolument pas le mien. C'est-à-dire vraiment le bas de l'échelle. Et puis je me disais, ah ouais, en fait, on n'a pas du tout les mêmes codes, on n'a pas la même culture. La mienne n'est pas moins intéressante que la leur, mais on n'a pas du tout la même. Je parle pas de la même manière. Mais j'ai senti qu'à un moment, en fait, on a pu me faire des remarques dès ma première année, en fait. Au bout de 5 mois, en fait, on a fait un examen de mi-année, et puis il y a une personne dans le jury qui est venue me voir sans me connaître. Et ça a été une des plus grosses claques que j'ai eues au théâtre. Je venais de commencer, donc ça faisait 5 mois que je faisais du théâtre. Et elle m'a dit alors tu sais, dans ton quartier, on va te dire le théâtre c'est pour les PD. Excuse-moi, j'utilise vraiment le terme qu'elle a utilisé. Le théâtre c'est pour les PD, on te dira mais voilà, faut pas en faire, etc. Les potes dans ton quartier, etc. Et en fait, j'ai pas su quoi répondre.
Parce que tout à coup, je me suis dit, ah, c'est fou parce que cette personne ne me connaît pas. Et pourtant, pour elle, je viens d'un quartier. Et d'une certaine manière, j'ai envie de dire, ouais, je me suis battu parce qu'on a pu me dire que j'avais des lacunes, que je ne lisais pas, ou que j'avais jamais vraiment lu de vraies lectures, que je savais pas ce que c'était des alexandrins, que je venais de loin, que je venais de quartier, que je venais de tout ça. Et en fait, quand on te renvoie ça, en fait, à un moment, tu te dis, ok, bah, et heureusement, je fonctionne à l'amende. Plus on me met à l'amende, plus je fonctionne, et mieux je suis. Donc en fait, je me suis dit, ok, bah c'est parti, je vais vous prouver le contraire. Et aujourd'hui, je suis un amoureux des alexandrins. Je crois que si je devais choisir, je ne jouerais que ça toute ma vie, sans aucun problème. Du Racine, que ça. C'est là où on se bat, c'est là où on se dit, ok, je ne veux pas qu'on me voie comme quelqu'un de diminué. Je ne veux pas qu'on me voie comme quelqu'un qui a besoin d'aide. Et je veux pas qu'on me voie comme quelqu'un qui va jamais avancer. Quand on vient d'où je viens, on n'a pas envie d'y retourner. À l'opéra, il y a eu dans les années 80 beaucoup de chanteurs, de grands chanteurs lyriques noirs. Il y a eu une extraordinaire génération. Et puis d'un seul coup, ils ont disparu. Alors j'ai posé la question à des chanteurs lyriques noirs, pourquoi il y a moins de chanteurs lyriques noirs, en général américains ou sud-africains. Et ils m'ont répondu cette question très simple. Les populations noires s'appauvrissent, donc ils ont moins la possibilité de faire des études de musique. Donc si on adapte ça à ce qui se passe ici, on voit bien que le problème n'est pas le problème d'un choix des metteurs en scène qui seraient dans un racisme inconscient. Sincèrement, je n'y crois pas. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait des jeunes artistes qui rentrent dans les écoles, qui soient visibles, qui puissent accéder aux écoles d'art, et ça vaut pour tout. C'est très bizarre de se dire que les Molières ne nomment aucune personne racisée. C'est étrange. C'est vraiment étrange. Parce que, à la rigueur, je me dis, quand je suis arrivée en France en 95 et que j'ai commencé à être comédienne, j'entendais très peu de noms d'acteurs noirs, que ce soit des femmes ou des hommes, très très peu de noms. Et puis aujourd'hui, si je m'assois à une table, que je prends une feuille et que je fais une liste du nombre d'acteurs noirs que, ne serait-ce moi, je connais, la liste est vraiment très longue. Je suis quand même hallucinée que dans toute cette liste de gens, dans tous ces gens, hommes ou femmes, il n'y ait pas quelqu'un qui est la trempe d'un acteur qui puisse être nommé aux Molières. Je suis étonnée, c'est très bizarre. Ça fait un peu... On se dit oui, il y a un blocage quelque part quand même, les gars. Alors après, c'est dur de dire « Ah ouais, vous êtes raciste parce que c'est choquant, c'est violent, etc. » Mais il y a un problème. Il y a des choses comme ça qu'on n'aime pas et qui sont bizarres et qui sont très étranges et puis qui nous rappellent... Enfin, qui veulent nous dire qu'on ne fait pas partie de ce monde, mais bien sûr que si. Le public est d'accord. Hein. Le public, quand il vient nous voir, les gens quittent pas la salle en se disant « Ouais, c'était sympa, mais bon, c'est quoi, c'est noir sur scène ?» Je veux dire, les gens, ils viennent, ils reçoivent quelque chose, il se passe quelque chose entre eux et nous. Vraiment, je trouve qu'il faut se réveiller, là. Faut arrêter d'être à chaque fois le dernière roue du carrosse, notre pays. Moi, quand j'ai commencé à faire du cinéma, on m'a demandé de changer de nom. On m'a demandé de changer de nom parce que mon visage ne correspondait pas à mon nom. Ben, j'ai tenu 10 jours. Au bout de 10 jours, je ne dormais plus. Je disais, mais je ne m'appelle pas comme ça, les gens ils m'appellent comme ça. C'est dur en fait, d'effacer son nom. C'est une violence psychique, hein. C'est une grande violence. Et là, moi, par exemple, dans les castings, j'arrivais, voilà, donc après Karim machin, Malik machin, voilà, Nazim machin, et Nazim machin, il lève la tête, ah, vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé de casting? C'est vous Ah ouais, tiens, ils n'avaient pas bien regardé la photo, ou je sais pas, ou... Et j'avais pas ce qu'ils appelaient une gueule d'arabe, quoi. Comme si l'arabe avait une gueule. En plus. Ouais. C'est quoi encore cette notion, la gueule d'arabe? Qu'est-ce que c'est que cette notion? Ça sort d'où? Ils ont tous la même tête. Et ils ont tous le même emploi, c'est-à-dire voleur, dealer. Donc tout est assez négatif.
Et voilà, donc c'est-à-dire même quand vous évoluez dans le métier, et ben voilà, vous savez que il y a un regard qui même s'il est, même si vous êtes, comment on dit, toléré, il y a quelque chose de négatif, oui. C'est teinté, il y a un filtre négatif quand on vous regarde. On vous regarde avec des lunettes, avec un filtre négatif. Moi, je me souviens qu'à une époque, du temps de l'administrateur Jean-Pierre Miquel de la Comédie Française avait répondu à une question qu'on lui posait, je sais plus dans quel journal. On lui demandait pourquoi n'y a-t-il pas d'acteurs noirs à la Comédie Française. Il avait répondu parce qu'il n'y a pas le rôle de noir dans le répertoire français. Et donc, ça avait soulevé un tollé, et je faisais partie de ce tollé, bien qu'étant à la Comédie Française à l'époque, donc c'était mon administrateur, mais je trouvais cette réponse absolument inadmissible, parce que justement le théâtre est le règne de tout, et c'est le règne des acteurs surtout. Pour moi, il n'y a que des acteurs, on n'est que des acteurs. Dès l'instant où on choisit, on fait des écoles et puis on devient professionnel, on est des acteurs, point. Pour moi, acteur noir, ça n'existe pas. Acteur, oui, je sais ce que c'est. Acteur noir, je sais pas ce que c'est. Un jour, j'étais à une soirée avec des théâtreux, et à un moment, je parlais avec une personne blanche, et on parlait des concours et tout ça. Et cette personne blanche a commencé à me dire: ah, mais depuis quelques années, il y a donc il y a la fameuse question de quota, donc les gens croient, donc en tout cas, il y a cette légende de quota dans les concours et tout des écoles nationales, ce qui n'existe absolument pas, enfin, en tout cas, au conservatoire, il y a absolument 0 quota. Donc il commence à me parler de la question de quota et du fait que, à cause de ces programmes de promotion de la diversité dans le théâtre, lui, il avait l'impression que les personnes blanches sont de plus en plus discriminées lors des concours, puisqu'elles sont blanches. En fait, moi, je pense que le but à atteindre collectivement, c'est la neutralité dramaturgique de la couleur de la peau, ce que les anglo-saxons appellent le blind casting. Ça, je pense que c'est l'objectif. C'est-à-dire que du coup, un comédien ou une comédienne non blanche doit pouvoir à la fois faire sens avec sa peau si elle le souhaite ou s'il le souhaite, ou pas. On doit pouvoir aussi se dire que de temps en temps, ça ne cherche pas à faire sens. On ne dit pas la noire ou l'arabe, on donne les noms des comédiens et des comédiennes. C'est un peu la moindre des choses. Après, quand c'est signifiant et que c'est signifié par le metteur en scène, quand la production d'Othello se fait avec Othello et le blanc et tous les autres acteurs sont noirs, on est un peu obligé d'en parler puisque c'est le principe même, c'est le parti pris le plus important et pas forcément très intéressant d'ailleurs en l'occurrence du spectacle. Quand quand je me rappelle d'un autre Othello, c'était mis en scène par Eric Vignier, c'était Samir Ghesmi qui jouait Othello. Samir Ghesmi, donc, d'origine maghrébine. Je pense que c'est même pas la peine d'en parler. Enfin, je pense que c'est une crétinerie de parler de la couleur de la peau de qui que ce soit sur un plateau. Pour moi, ce qui m'importe, c'est quel effet le spectacle me produit. Par exemple, j'entends des acteurs qui me disent: moi, j'en peux plus de jouer le énième terroriste, moi, j'en peux plus de jouer le énième racaille de banlieue, moi, j'en peux plus de jouer la énième pute ou des choses comme ça. C'est vrai que des fois, on se dit ça va, quoi. Faut que ça cesse, quoi. C'est-à-dire qu'un rôle de... Pourquoi on ne peut pas jouer une juge, pourquoi on ne peut pas jouer un avocat, etc. Après, c'est vrai qu'au fur et à mesure, les choses avancent. Mais il faut dire aussi qu'on s'est plaint, quoi. Oui. On s'est plaint. Alors après, d'aucuns accueillent notre plainte avec bonheur en disant: ah oui, tu as raison, en réfléchissant ou en se posant des questions. Il y en a qui disent: oh, vous faites les victimes, etc., vous êtes fatigants. Mais le fait de s'être plaint, d'avoir dit ce qui n'allait pas, d'avoir dit notre ressenti au fur et à mesure des années, moi je trouve que ça a ses effets, ça a ses conséquences. Parce que sinon, on impacte le cerveau de ceux qui regardent de façon très néfaste. Et donc, je me dis, le cinéma, la télé, le théâtre aussi, peut vraiment influencer et impacter le comportement des gens. Donc, c'est très important de faire attention
au contenu, ce qu'on donne à voir, à regarder et à entendre au spectateur. Il faut prendre soin du message qu'on fait passer. Donc si on est constamment dans des choses clichés, ça donne cette idée au spectateur. Ça nourrit l'imaginaire du spectateur qui se dit, ah ben oui, toutes les femmes noires sont faciles et vénales, tous les mecs noirs sont flippants et des dealers. C'est pas... faut faire très attention. Au tournage, par exemple, j'ai fait pas mal de choses qui sont ce qu'on dit de rôle de fonction, quoi. Je vais pas cracher dans la soupe, c'est ça qui a fait mes cachets, etc. C'était quel genre de rôle, par exemple? Moi, je suis un peu spécialisée dans les serveuses. Ou interprète. Souvent, c'est des rôles qu'on donne même pas de prénom. Ça, c'est marrant. Il y a beaucoup ce genre de personnages ethniques que dans le scénario, il n'y a pas de prénom. D'ailleurs, une fois, j'ai fait un film, je ne vais pas donner trop de détails parce que le film sort l'année prochaine. C'est quand même un personnage assez important dans le classement de rôle. C'est quand même numéro 7. Et donc, j'ai eu plusieurs jours de tournage. Dans le scénario, tous mes phrases sont marquées avec des points suspension. Donc, à moi d'improviser, du coup, j'ai joué dans ma langue. Et parfois, genre, au tournage, je me dis, oui, là, elle est pas triste, elle est contente. Je peux pas savoir. C'est même pas écrit en français. Ça, c'est un des indices. Parfois, on voudrait avoir des personnages asiatiques, mais on sait pas trop quoi en faire. Moi, je prends comme mon travail d'essayer d'alimenter le plus possible mon personnage. Et chaque fois quand j'allais au tournage, le matin, quand je me lève, je dis ok, je sais que c'est encore un personnage de fonction, mais toutes les fonctions sont importantes. Et je vais être la seule comédienne asiatique à jouer comme ça pour ce personnage. Et je vais essayer maximum de prendre mon plaisir là-dedans. J'avoue qu'il y a une période quand je me posais la question, au tournage, au théâtre ça va, au théâtre je m'éclate pas mal. J'ai la chance d'avoir des projets intéressants, les rôles sont assez variés. Mais au tournage, il y a des moments, je dis, mais ce que je fais, ça en vaut pas 3 ans de formation professionnelle, là. Le premier engagement que j'ai eu, en fait, c'était dans un Roméo et Juliette, mis en scène par Daniel Benoît à la Comédie de Saint-Étienne. J'ai joué Benvolio, mais il avait tourné sa mise en scène. Et les Capulets, c'était les Blancs, et les Montaigu, c'était les Arabes et les Noirs. Donc, je m'en suis souvenu, là, pour l'interview. Ça a été mon premier contrat. Ok. Ouais, ça a été mon premier contrat. Je me souviens, Clint Eastwood, tu sais le film qu'il a fait là sur l'histoire vraie, là, dans le train, là. J'avais reçu une proposition de la directrice de casting qui voulait me rencontrer. Je ne suis absolument pas le cliché de ce qu'on pourrait imaginer, tu vois. Mais ils se sont dit le flyer à douane, ils ont vu une tranche de moi, cheveux rasés, etc. Ils se sont dit, visage dur, ça nous intéresse, terroriste. Et en fait, tu te dis, c'est quand même un truc de tu te dis, quand même, on parle du film de Clint Eastwood là. Et en fait, j'ai dit non. Okay. Alors évidemment, j'aurais jamais été pris. Mais certains se seraient dit, au moins, ça peut permettre une rencontre, on sait jamais. Mais non, ça, j'en ai eu 2-3. Il y a un film qui m'attend. On m'a envoyé le scénario directement, c'est la première fois que ça m'arrive, c'était génial. Quand j'ai lu le scénario, j'ai fait waouh. Donc là, encore une fois, on propose un terroriste. C'est compliqué, hein. Mais tu vois, pour parler de ce rôle-là, c'est qu'à un moment, je crois que tu te dis quitte à jouer un terroriste, je préfère que ce soit moi et que j'essaie de lui accorder quelque chose, que j'essaie de donner à entendre quelque chose. J'aurais peur qu'on donne le rôle à un Français qui sait pas ce que c'est la discrimination et qui accepte le rôle parce qu'il a un peu, on va dire, des traits orientaux ou ce qu'on veut, maghrébin, tu vois, et qu'on se dise bon, il fera l'affaire et qu'il en ait rien à foutre, tu vois, de défendre. On ne devient pas terroriste comme ça, on n'est pas terroriste, tu vois, comme on n'est pas raciste, comme on n'est pas... Je crois qu'à un moment, on est tous fragiles et puis il y a certaines personnes qui sont un peu plus fragiles que d'autres. Ça n'excuse en rien la violence que ça peut être, etc. Et puis les actes horribles. Mais
Je crois qu'il y a des vraies questions à se poser aussi. J'ai déjà eu des collègues qui sont très militants sur la diversité, etc. Ils disent, ouais, pourquoi tu acceptes cette proposition, ces clichés, machin. Je dis, ben non, cliché, ça dépend aussi comment tu portes le personnage, comment tu défends. Par exemple, j'ai déjà eu des remarques, oui, les rôles de femmes de ménage ou des serveuses, ça c'est des clichés. Je dis, mais non, tu dis à une vraie femme de ménage, toi t'es une cliché, bah il va te foutre une claque, quoi. Personne n'est cliché, en fait. Dans la vie, on voit souvent des serveuses asiatiques, mais elles sont tous différentes. Donc si je fais 5 fois des serveuses, bah il faut que ça soit chaque fois différent. Point barre. Quand je passe un casting de cinéma, c'est souvent pour jouer, un peu comme dans la scène que je fais dans Les Mille et Une Nuits, pour jouer un peu la rap de service. Mais au théâtre, jamais. Jamais. J'ai toujours joué des Arthur, des Julien, des personnages de Shakespeare dans Les Mille et Une Nuits, je joue mon propre rôle dans la deuxième partie. C'est la première fois. Mais c'est un peu politisé à un moment, donc c'est intéressant. Je joue une scène de casting dans laquelle une femme... je sais pas quel rôle je vais jouer et j'apprends au fur et à mesure que je vais jouer alors que je pensais que j'allais jouer un médecin, mais que je vais jouer un mec cagoulé, faire une énième figuration de terroriste qui dit Allahu Akbar et ce serait son seul texte. Voilà, c'est un cauchemar dans lequel la directrice de casting essaye d'éviter le mot Allahu Akbar, le mot arabe, essaye d'éviter tous les trucs et c'est ce qui se passe souvent quand tu arrives en casting. Et à un moment donné, en fait, je pète les plombs et je lui dis que j'en ai marre. Et en fait, je me rends compte au fur et à mesure que c'est un cauchemar parce que c'est de plus en plus grandiloquent, il y a de la fumée partout et voilà. Ça a toujours été fondamental qu'on ne soit pas que des blancs sur le plateau. Contrairement à ce que je fais en tant que directeur du festival, j'ai pas eu besoin d'avoir d'attitude volontaire. Ça s'est fait un peu naturellement avec des artistes que j'ai aimés, avec qui j'ai eu envie de travailler. Je n'ai pas eu à faire de la discrimination positive dans mes spectacles parce qu'il y avait suffisamment d'artistes que j'avais rencontrés dans des stages, dans des ateliers et je les ai pas engagés parce qu'ils avaient un nom qui venait du sud ou parce qu'ils avaient la pommade. Vraiment pas, je n'y ai pas du tout pensé. Pour moi, ce serait indécent de considérer que la couleur de leur peau ou de leur nom ou même leur accent devrait les cantonner à tel rôle ou à un autre, parce que c'est pas comme ça que ça marche avec les acteurs. Il se trouve qu'il y a des princes, qu'il y a des rois, qu'il y a des comiques, qu'il y a des tragédiennes, et ça transcende absolument toutes les couleurs de peau. Par exemple, je suis très mal à l'aise à l'opéra, notamment à l'opéra où le rôle du serviteur ou de la servante est joué par un noir ou une noire. Là, je trouve que ça fait un sens. C'est pas insignifiant. On peut pas dire que c'est insignifiant. Donc le concept de blind cast, il s'arrête à cet endroit-là, parce que des fois c'est signifiant et pas dans le bon sens. Ça peut s'arrêter à certains endroits si on se retrouve à faire de la représentation colonialiste. J'ai l'impression, mais c'est très très subjectif, que on va dire que les emplois de valets, de servants, de domestiques, etc. sont quand même plus facilement donnés à de jeunes comédiens racisés, non c'est un mot que je déteste, on va dire non blancs alors, plutôt que les jeunes premières, mais bon, ou les jeunes premiers, mais il y a plein de contre-exemples. Après, comme il y a quand même toute une nouvelle génération de comédiennes, de comédiens issus de la diversité qui arrivent, forcément, c'est peut-être pas tout de suite des premiers rôles, mais après il y a des tas de contre-exemples, puisqu'effectivement, même à la Comédie Française, et puis depuis longtemps, ça date pas tout à fait d'hier, que ce soit des Rachida Mrakti, des Léonie Simaga, il y a eu et aujourd'hui davantage de gens, Gaël Milindi ou Biran qui vient d'entrer par exemple, et quand même ils sont distribués dans toutes sortes d'emplois. Moi quand j'ai vu Léonie Simaga en Chimène, je me suis dit tout va bien, je suis content d'être là, c'était il y a 15 ans. Par exemple, quand je parle comme ça en français dans la vie, les gens me comprennent. Mais quand je suis sur scène, ça peut encore m'arriver qu'en sortant de la scène, il y a des spectateurs qui disent ah ouais, trop bien, j'ai tout compris. Mais, oui, genre... ou alors je trouve que parfois on est on tente
les oreilles, est-ce que j'arrive à choper tous les syllabes qu'elles disent? Je parle hyper bien français, je comprends très bien français. Ça m'arrive aussi sur scène, il y a des acteurs, on perd un peu un ou deux mots, quoi. C'est l'addiction. C'est l'addiction, mais on est moins chiant avec eux. Oui. Alors, on est hyper chiant avec moi sur ce problème-là. Et du coup, ok, bien sûr, c'est pas ma langue maternelle, donc c'est à moi de faire l'effort. Et je sais aussi, du coup, inconsciemment ou consciemment, sur scène, parfois, je peux aussi surarticuler ou surappuyer sur l'addiction, etc. Et une fois, il y avait un spectateur, après le spectacle, qui est venu me dire « Waouh, j'aime beaucoup votre façon de parler, vous m'avez fait penser à mon pays, quoi. » Je dis « Mais vous venez d'où ? » « À Toulouse. » Genre, j'ai trop appuyé sur tous les syllabes. Ce qui m'a empêché, ou ce qui m'empêche encore, c'est mon accent. Pas pour le théâtre, mais dans le cinéma, j'ai déjà raté des rôles, clairement, à cause de mon accent, puisque j'ai eu donc des retours très précis qui disaient que voilà, le jeu, on a adoré, mais ce personnage-là ne peut pas avoir d'accent. Ma réflexion, c'est populaire, qu'est-ce que ça veut dire? Populaire, ça veut dire de tous, pour tous, à tous, parler de tous et à tous, en fait. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de confronter de manière générale les grands auteurs, les grands textes, avec la culture des cités, avec la culture hip-hop, avec tout ça, mettre ça en... Parce que ma grande idée, c'est de raconter un nouveau récit national. Comment, par le canal des histoires qu'on raconte, finalement, puisqu'on parle de la musique, du rap, etc., et du théâtre, etc., en fait, c'est des histoires qu'on raconte. Et comment ces histoires-là, ça va être une histoire, remettre au goût du jour, d'une certaine manière, un récit national, mais qui soit inclusif. C'est-à-dire qu'on puisse parler vraiment de tous et à tous qu'est la France aujourd'hui, qu'on puisse parler des Français d'origine maghrébine, des Français noirs, des femmes, des Français d'origine asiatique, qu'importe. Mais de dire que à l'heure de la mondialisation, on ne peut pas raconter les histoires comme on les racontait, même il y a 50 ans. C'est aussi une réflexion sur la notion d'universel. Parce que lorsqu'on parle d'universel, finalement, in fine, en fait, on parle de la pensée occidentale et la pensée blanche, en fait. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vraiment parler d'universel pour de vrai. C'est-à-dire qu'on peut assister à un spectacle, ou par exemple, ou à une pièce où il n'y aurait que des Noirs, français, mais en fait, ils parlent de tous et à tous. Comme quand on va voir une pièce où il n'y a que des Blancs, ils parlent de tous et à tous. Je veux dire, l'amour, c'est pas... Il n'y a pas que les Blancs qui vivent l'amour, tout le monde vit. On est des êtres humains, quoi. Et à un moment donné, si nous autres artistes, on est là pour travailler les imaginaires directement. Donc quand je fais Le jeune noir à l'épée ou quand je fais Les Justes de Camus, il y a cette idée-là. L'idée, c'est de parler, de remettre véritablement l'humain au centre, de parler vraiment d'universel, mais de le faire véritablement, pas être dans des sortes de faux semblants où, soi-disant, on s'adresse à tous, mais en fait, non. Si on aime le théâtre et on voit les différentes pièces et tout, c'est quand même, il y a une homogénéité un peu... c'est très homogène tout ça, à la fois sur scène et dans le public. Donc à un moment donné, on ne peut pas dire à des gens, oui, vous vous intégrez pas assez, vous n'êtes pas assez français, etc., etc., quand on refuse en même temps d'ouvrir ce lieu de l'institution, ces grands théâtres, etc., à tout le monde. Parce que, encore une fois, c'est qu'une question de culture. C'est-à-dire, à un moment donné, quand on travaille les imaginaires, quand on dit, voilà, être français, c'est ni une couleur de peau, ni un sexe, ni une religion, mais c'est adhérer à des valeurs, des principes, etc. Bien sûr, mais ça, il faut l'actualiser. On peut le dire de manière comme ça, ok, c'est super, mais tant que ce n'est pas actualisé dans des êtres, tant que les êtres concrets ne représentent pas ça, eh ben, le changement ne peut pas se faire. Et ça, c'est ma démarche. C'est-à-dire que ma démarche, finalement, c'est de dire comment faire peuple, comment faire France, au XXIe siècle, comment nos récits, on va les raconter de manière inclusive, comment on va changer la méthodologie, la manière dont on raconte les histoires, en fait, sans changer l'histoire. Je ne fais pas du révisionnisme. Pour certains, je fais trop arabe, pour d'autres, je ne le fais pas. En fait, je suis quoi, moi, du coup? Où est-ce que je me situe? Qu'est-ce qui fait de toi un arabe, quoi? Tu vois? Qu'est-ce qui fait de toi un arabe? Est-ce que c'est ta religion? Est-ce que c'est de là d'où tu viens? Est-ce que c'est là d'où tu as grandi, la culture que tu as eue? Est-ce que tu es plus arabe parce que tu parles arabe? Ou est-ce que
Et c'est, ouais, moi je me pose encore la question. Si on parle d'identité française, on en a beaucoup parlé, quoi. Mais qu'est-ce qui crée une identité ? C'est pas une question de frontières, ou de couleur de peau, ou de sang, ou de religion, ou de que sais-je, quoi. Ou de racines, je sais pas ce qu'on va inventer comme connerie, quoi. Ce qui crée une identité, vraiment, c'est la culture. C'est la culture qu'on hérite, qui est multiple, c'est la culture que l'on crée avec les gens qui nous côtoient dans toute leur diversité, et c'est sans doute ce qui restera de nous demain. Et c'est vraiment la culture qui est capable de transformer une population qui est diversifiée, de fait, en peuple. Quand je montre Lucrèce Borgia et que des gamins viennent et se reconnaissent dans les différents rôles qui sont joués par les acteurs, et que y a un peu de culture hip-hop, il y a un peu de danse contemporaine ivoirienne, il y a un peu d'un coup il y a une porte d'entrée qui se fait, même ne serait-ce que dans le langage, dans la diversité des accents. Voilà, et ils se mettent debout à la fin, ils applaudissent à tout rompre, et mine de rien ils applaudissent Victor Hugo, quoi. Ouais. Et quand à côté la spectatrice d'à côté, c'est une petite vieille qui est venue parce qu'elle adore Victor Hugo et qu'elle y retrouve de la verdeur et que nana, et mine de rien elle applaudit un spectacle transdisciplinaire qui célèbre la diversité, et les deux se mettent debout pour applaudir, et il se passe quelque chose là qui est absolument magnifique, qui s'appelle la culture commune. Et le lien qui s'est créé là entre les deux, qui sont pourtant si différents et que tout opposerait normalement dans la société telle qu'elle se compose et s'organise, eh bien c'est un lien qui est indéchirable, quoi. Quand on connaît le travail de ce metteur en scène, et quand on connaît un peu le théâtre antique et la technique des masques et du maquillage, on se dit que c'est une accusation, on est à côté de la plaque, quoi, le blackface. Mais plus de manière, je crois, plus intéressante, c'est parce que c'est trahir l'essence même du théâtre. Et alors, il n'y aurait rien de plus triste que d'assigner les comédiens à ce qu'ils sont eux-mêmes, à ce qu'est leur petite personne. Et les blancs joueraient les blancs, les noirs joueraient les noirs, les femmes joueraient des femmes, les hommes joueraient des hommes, et on serait dans quelque chose qui n'est même plus du réalisme, une sorte d'asservissement au réel qui n'a pas de sens. Et c'est ce qui n'a pas échappé, comme vous le savez, à Ariane Mouchkine, qui a fait des courses, en effet, pour le mettre en scène, parce qu'elle a trouvé ça, d'autant que, il pleuvait ou c'était mouillé, si j'ose dire, puisqu'elle-même avait été victime. Alors cette fois, on parlera d'appropriation culturelle. On l'avait accusé avec Robert Lepage, le metteur en scène canadien, l'auteur d'appropriation culturelle, lui, du Canada, parce que dans sa pièce, qui parlait des premiers habitants du Canada, ça n'était pas des Inuits qui jouaient leur propre rôle. Alors, on peut le regretter, d'ailleurs. Moi, je considère que c'est des sujets qui valent qu'on en discute, et sans doute nous dira-t-on qu'au Canada, en France, évidemment, ce serait plus compliqué, parce qu'on n'a pas ça sous la main, mais sans doute nous dira-t-on qu'au Canada, les comédiens inuits, ça doit exister, ne sont pas suffisamment, on ne saura pas suffisamment offrir des rôles, etc. Ça, c'est probablement vrai, et il y a quelque chose à faire là-dessus. Mais partir de l'idée que seul un Inuit a le droit de jouer le rôle d'un Inuit, seul un Juif peut jouer un Juif, seul un Noir peut jouer un Noir, mais c'est horrible. Enfin, ces accusations d'appropriation culturelle sont absolument mais mortifères. Je suis par contre opposé au fait d'empêcher des spectacles de se jouer. C'est pas la bonne méthode. Empêcher les représentations à la Sorbonne, je trouve que c'est pas la bonne méthode. Distribuer des tracts à l'entrée pour expliquer ce que c'est qu'un blackface et dire en quoi c'est choquant le spectacle que les gens vont voir, ça me paraît plus fort et plus intelligent que d'empêcher la représentation. Philippe, il avait été très très attaqué quand Luc Bondy lui avait proposé de jouer Othello. Philippe, il dit mais enfin c'était un rêve pour moi de jouer ce rôle, et puis c'était un immense metteur en scène, voilà. Et si on se bat pour la neutralité dramaturgique de la couleur de peau, ça doit marcher dans les deux sens. Sauf que au jour d'aujourd'hui, on n'en est pas là. Donc les rôles entre guillemets qui sont assignés pour des comédiens de couleur, autant leur laisser le travail. Sinon, c'est raconter d'une certaine manière, un peu publiquement, qu'il n'y a pas de comédien de couleur artistiquement à la hauteur de Philippe Torreton. On ne s'était pas encore posé la question de savoir est-ce que je vais me mettre un peu de brun sur la peau ou pas. Voilà, on ne savait pas. On avait commencé une discussion qui s'est évidemment très vite arrêtée parce que Luc Bondy est tombé malade. Et donc au moment où la polémique était la plus forte, moi-même, je ne savais pas comment j'allais le jouer. Au niveau, maquillage. Je me posais la question du texte. J'ai totalement compris la violence des propos, des tentatives.
parce que des gens se sont permis d'écrire à la ministre de l'époque de la Culture pour lui demander d'intervenir et de m'empêcher de le jouer. Moi, j'ai toujours du mal quand le théâtre n'est plus un endroit de liberté, ou quand on monte sur scène, on est amené à jouer tout. Des êtres humains, même des entités, des dieux. Non seulement on peut, mais on doit tout jouer, pouvoir tout montrer, comme on veut. L'important est la moralité de l'œuvre, voilà, de tout. Qu'est-ce que nous venons voir au théâtre? Est-ce que nous venons voir des individus? Non. Nous venons voir des personnages, interprétés par des individus. Mais la personnalité de cet individu doit être entièrement gommée. L'ego de l'individu doit être entièrement gommé. Nous venons voir le personnage, nous venons voir l'histoire de la pièce dans laquelle évolue ce personnage. Moi, ça ne m'intéresse pas de voir, en tant que spectateur, le même individu se mettre devant tous les personnages qu'il joue. Ce qui m'intéresse, c'est de voir éventuellement ce même individu que j'ai déjà vu se transformer à tel point que je ne le reconnaisse pas sur scène. Par exemple, moi je me souviens que quand j'avais mis en scène Pilate de Pasolini, on est en 2003, j'avais Athéna qui était jouée par José Schuller, qui est une comédienne d'origine antillaise. Et plusieurs journalistes m'avaient dit mais pourquoi avoir choisi une Athéna noire? Et j'avais été surpris par la question déjà à l'époque en disant mais j'ai pas choisi une comédienne noire, j'ai choisi José Schuller pour jouer Athéna. Mais pour moi le fait que José soit d'origine antillaise ne raconte rien de plus que son talent de comédienne pour jouer Athéna. Donc le but ultime il est quand même là-dessus. On est sur un pays qui a un passé colonial important et dont les imaginaires sont encore peuplés par cette histoire coloniale. Tant qu'on n'assumera pas que le père est blanc, le fils est noir, tant qu'il y aura comme ça une sorte de passage par le réalisme télévisuel, on enlèvera des possibilités. Il faut aussi inventer un autre théâtre qui n'est pas Netflix. Le seul élément, c'est qu'on est prisonnier d'une sorte de monotonie, de paresse de la représentation qui nous vient de la télévision. J'étais actrice débutante et j'ai rencontré dans le métro un acteur connu. On a parlé, on a sympathisé et on a décidé d'aller au théâtre. Et au théâtre, à 3 reprises, il met sa main sur ma cuisse. Je suis très 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 mal à l'aise. Je retire sa main systématiquement. Il insiste pour me raccompagner. C'est cette histoire que j'ai choisi de raconter dans le livre Noir n'est pas mon métier. Le trajet est long. Enfin nous sommes arrivés. Enfin mon immeuble. Je me retourne pour lui dire poliment au revoir et prendre congé définitivement, j'espère. Au moment de se faire la bise, fucking naïve. Au moment où je tourne mon visage vers lui pour dire encore une fois merci et au revoir, il se jette sur moi. Il me laboure le visage avec sa langue. Je la sens râpeuse et gluante, épaisse et maladroite. Elle est malodorante. Je sens la chaleur de son haleine et sa salive touche ma peau. Ses mains touchent mes cheveux, se baladent avec frénésie sur mes épaules et foncent sur ma cuisse. Je suis tellement effarée que je regarde sa main. Il tente de la glisser entre mes cuisses, qui se referment machinalement, et il parle. « Oh, ma gazelle, blablabla, ma panthère, j'entends les tam-tams de l'Afrique, la chaleur de la savane, ma tigresse, blablabla. Je serai ton lion, ton taureau, et toi nu, oh, l'odeur de la jungle africaine, toi la calipige, oh, tu me fais rugir, oh, ma gazelle africaine, blablabla. » Je suis scotché, choqué, éberlué, englué. Sa bouche sent mauvais, ses doigts sont fins, fébriles et désagréables. Je suis comme paralysée par ce que je vis et ce que j'entends. Et puis soudain, son odeur m'insupporte et provoque un déclic. Je tends la main pour trouver la poignée de la porte de sa voiture et je tombe presque par terre. Sans me retourner, sans dire un mot, je fonce vers l'entrée de mon bâtiment. Je sors les clés de mon sac qu'heureusement je porte en bandoulière. Je bipe le badge et je m'engouffre dans mon immeuble. Ce soir-là, je me suis frottée, récurée. Je me suis lavée comme jamais de ma vie je ne m'étais lavée. Quant au poulpe, je n'ai plus jamais eu aucune nouvelle de lui. Alors, nous partons du principe que si on veut séduire de futurs militants, les amener à la cause antiraciste, il vaut mieux essayer
de commencer par les émouvoir que d'essayer de les convaincre par des raisonnements moraux ou philosophiques qui n'arrivent à persuader que les gens qui sont déjà convaincus. Lorsque nous avons repéré une pièce de théâtre dont le contenu nous paraît faire écho aux combats qui sont ceux de la LICRA. Lorsque ça nous paraît être d'une qualité suffisante pour ne pas être contre-productif, pour ne pas produire les effets contraires à ceux qu'on souhaiterait, à ce moment-là, nous labellisons ce spectacle. Culture et diversité, c'est une fondation créée par Marc Ladré de la Charrière, mais à l'origine de laquelle Gérard Garouste et moi lui avons donné la passerelle vers les créateurs. Maintenant, c'est devenu une énorme fondation avec tentaculaire. Ça va de la photographie au cinéma, de la bande dessinée à la peinture. Ça aide les jeunes gens à entrer dans des écoles comme l'école du Loup. Ça aide beaucoup de gens qui étaient peu enclins à s'intéresser, disons, à l'art en tant qu'éventuellement aide pour soi et pour les autres. Le Collège de la diversité, c'est une volonté ministérielle de réunir des gens qui, sur les questions de diversité, avaient une réflexion déjà avancée et de les faire se croiser, se parler, discuter. On s'est séparés par petits groupes thématiques, savoir comment parler avec quel vocabulaire aborder la question avec quels outils du langage aborder la question de diversité, qui sont des sujets sensibles. C'est dans cette optique-là qu'on s'est intéressé à la sublime étude statistique Trajectoire et Origine, pilotée par l'INSEE, et c'est avec eux et avec le DEPS qu'on est arrivé à ce calcul, ce chiffre absolument important, capital, quand on parle de diversité ou d'absence de diversité. C'est à quoi on le compare par rapport à la population française. On est arrivé à 30% de la population française n'est pas blanche, perçue comme telle. Dès lors, on a un référent, on a un chiffre de référencement pour réfléchir. Est-ce que sur ce manque ressenti qu'on partageait tous, là d'un coup on pouvait commencer à compter. Dans le spectacle vivant, c'était compliqué, c'est très compliqué. Mais avec le collectif Décoloniser les arts, on a compté chaque distribution de chaque spectacle, de chaque programmation, de chaque scène nationale, centre dramatique national, théâtre national et tout ça. On n'est pas des scientifiques, on n'est pas des sociologues, donc ces résultats-là, on les communique pas, mais le résultat était dramatique. J'ai dit que je voulais agrandir la surface d'accueil du festival à des pays qui n'étaient jamais venus et à une Europe qui était plutôt l'Europe du Sud que l'Europe du Nord, parce que ça s'était déjà fait, et particulièrement au monde arabe, et puis aussi à l'Afrique. On a eu une démarche volontaire pour que des spectacles qui viennent d'Afrique et des mondes arabes soient présents chaque année au festival. Ça change le regard que le public peut avoir sur ces cultures. Quand on a des Syriens, mais qui ne parlent pas nécessairement de la guerre, ça change le rapport qu'on peut avoir avec les Syriens. On se souvient que ce ne sont pas que des victimes, mais que ce sont aussi des poètes, des artistes, et ça c'est très fondamental. Quand on accueille des étrangers, toujours ne pas exiger qu'ils soient là qu'ils ne soient pas là que comme journalistes ou témoins de leur pays, particulièrement d'ailleurs si le pays est dans une situation difficile. Et ça, c'est vraiment important. Nous, notre programme d'égalité des chances consiste à choisir des jeunes sur entretien de motivation et sur critères sociaux et du coup de leur donner une formation de très haute qualité et de leur permettre de tenter les concours en s'affranchissant de la barrière de l'argent puisqu'on prend tout en charge. À Saint-Étienne, on a la chance d'avoir des promotions de 10 élèves qui sont des petites promotions. Donc je me suis dit, soit on fait la discrimination positive et je passe les promotions de 10 à 12 et je réserve 2 places, une pour une femme, une pour un homme, dans chaque promotion que je choisis sur des critères de discrimination positive. Donc je me suis dit, donc moi je vais utiliser un autre système, je fais pas de la discrimination positive, je fais de l'égalité des chances, c'est-à-dire que je fais un programme ad hoc, spécifique, pendant lequel je choisis des jeunes sur motivation et sur critères sociaux, et à eux, pendant 1 an, on va leur donner, entre guillemets, toutes les clés possibles et imaginables pour passer les concours. Donc ça veut dire qu'on leur donne une formation théâtrale très intensive. Ils ont un
un parcours culturel, c'est-à-dire que du coup ils assistent à tous les spectacles qui jouent à la Comédie, plus des spectacles qui jouent dans les environs, c'est-à-dire qu'ils ont le même programme que les élèves de l'école supérieure pour aller voir des spectacles à Lyon, à Valence, à Grenoble, etc. Donc ils ont un programme commun et ils ont en plus des cours d'histoire de l'art et du théâtre par un universitaire, en l'occurrence c'est Olivier Neveu, qui leur permet de forger une culture théâtrale, de savoir où ils mettent les pieds, etc. Et après on organise des concours blancs, etc. On les aide à choisir les scènes, donc on leur donne les clés pour passer des concours, mais comme les autres. Et c'est ça qui a fait que les résultats ont été au rendez-vous, c'est-à-dire que la première classe préparatoire, ils étaient 5, c'était un dispositif un peu expérimental. Sur les 5, 4 ont réussi un concours, dont une qui est rentrée au Conservatoire de Paris. Tu vois, en 5 promotions, on a eu 22 élèves qui ont réussi un concours d'école supérieure, dont 4 qui sont rentrés au Conservatoire de Paris. Quoi, la classe prépa? J'ai intégré en septembre 2013, je crois. J'ai tenté ma chance, j'ai passé un entretien à mi-août. Et ensuite, à l'issue de cet entretien, ils m'ont donné leur décision comme quoi ils me prenaient. On était 5, du coup, dans cette classe prépa. Enfin, maintenant, ils sont 10. Ça a bien évolué depuis. Et on était un peu l'éprouvette, quoi. C'est la première fois qu'il y avait ce système qui a été mis en place en France. Ce qui était très bizarre, c'est que justement, on a un peu tombé dans cette année de la diversité, où ça parlait beaucoup de la diversité. L'année où j'ai fait la CPI. Et là où c'était dérangeant, c'est que on savait pas si on avait été pris pour les bonnes raisons, du coup. On savait pas si c'était de la discrimination positive ou qu'on se servait de nous. Parce qu'à Arnaud, on ne le connaissait pas tant que ça. Enfin, on savait juste que c'était une grosse tête du théâtre, qui nous donnait notre chance. Et c'était très bien, on était très contents, mais il y avait toujours ce truc de non-légitimité. De pourquoi nous, en fait? Ce qui est bien dans ce dispositif, c'est qu'ils nous ont mis en confiance. Le problème principal, c'était le concours. Forcément, on se pose la question de légitimité. Alors, premier acte, c'est avant tout un programme inventé avec des mécènes. Ça aussi, c'est important de le dire, parce que finalement, au départ, moi j'étais artiste associé au Théâtre de la Colline à cette époque-là. On menait un atelier d'écriture et de jeu avec Jacques Serena et voilà, avec le mécénat aussi. J'ai dit aux mécènes, puisque ça passait par là, puis au Théâtre de la Colline, j'ai dit il y a un vrai problème de représentation de la France aujourd'hui sur les plateaux dans le théâtre public, pas seulement dans le théâtre public, mais notamment dans le théâtre public. Donc j'ai proposé de monter cet atelier-là. Ça a été accueilli avec enthousiasme tout de suite par les gens qui finançaient. Et puis on a lancé cette idée-là. Il a fallu voir des aspects juridiques, parce qu'au début l'idée elle était vraiment de proposer un atelier pour des jeunes acteurs non blancs, mais avec la loi française on ne pouvait pas le faire. Donc on a lancé une lettre de candidature qui disait: si vous avez été victime de discrimination dans l'exercice de votre formation d'acteur et tout ça, vous pouvez candidater à cet atelier qui va traiter de ces questions-là et qui va creuser ces choses-là. Donc c'est ce qu'on a fait. On a eu un certain nombre de candidatures, pas tant que ça, mais un bon petit nombre, avec beaucoup de jeunes gens méfiants, candidatant méfiants, étant à la fois contents parce qu'on proposait une formation gratuite, ce que j'appelais moi un complément de formation. C'était pas une école, c'était simplement, cette première année, c'était sous forme de week-end, donc c'était, si je me souviens bien, 18 ou 20 week-ends d'affilée, avec 3 week-ends avec Valérie Dréville, 3 week-ends avec Jean-François Sivalier, 3 week-ends avec moi, etc. Bon. Et l'idée, c'était de se dire, tiens, dans ce complément de formation, pour des jeunes gens qui étaient déjà dans un désir de devenir comédiens, on va leur faire gagner du temps. En fait, c'était de se dire, avec des grands professionnels, ces 20 week-ends leur permettent de gagner 1 ou 2 ans d'école, de cours privés, etc. Et tout ça, c'est une formation gratuite. Donc c'était ça le pari. C'était l'idée de faire entrer en masse des jeunes gens dans les écoles supérieures pour que, naturellement, ensuite, se fasse cette espèce de contamination par amitié, par affinité. Et il me semblait que c'était la manière la plus forte et la plus efficace, surtout de faire bouger les choses en profondeur. Alors, premier acte, là, aujourd'hui, il y a eu 5 années, 5 années de formation, 5 groupes, donc environ 70 jeunes gens qui ont été touchés par ce programme. Près de la moitié sont rentrés dans les écoles supérieures, ce qui est quand même formidable. D'autres ont fait, d'Ali Ben Salah qui joue dans James Bond et dans je sais pas quoi, Les Sauvages maintenant, Lina Coudry qui est sur tous les plateaux de cinéma aujourd'hui. Donc c'est un programme qui a vraiment beaucoup marché, surtout qu'il y a eu un bouche-à-oreille parmi tous ces jeunes gens énorme, parce que dès la deuxième année on avait beaucoup plus de candidats. On l'a arrêté au bout de 5 ans parce qu'on sentait qu'il fallait faire respirer le programme,
emmener ailleurs. Et là, depuis 6 mois, on travaille sur un programme plus d'insertion. C'est-à-dire l'idée, c'est que ces 70 jeunes gens qu'on a rencontrés, on puisse créer des endroits où ils peuvent avoir du travail. La plupart des écoles nationales de théâtre, il y a une tendance de s'ouvrir à toutes les diversités dans tous les sens, donc diversité sociale, économique, raciale, de genre, orientée sexuelle, enfin tout ça quoi. Pas que la diversité telle qu'on l'emploie dans la politique en parlant des questions de race. C'est pas seulement de s'ouvrir, c'est pas seulement de donner la chance que les gens puissent y participer, mais de s'assurer que les gens qui peuvent être découverts, qui peuvent être admis, peuvent continuer à le faire. Parce que c'est très bien que tu sois pris, mais si tu ne peux pas te payer la formation, même si la formation elle est gratuite, puisqu'elle est publique, mais si tu ne peux pas te payer la vie à Paris, ça sert à rien que tu sois pris, finalement. Comment on va prendre des grands auteurs, des grands textes, comment on va les mettre en écho avec aujourd'hui et maintenant la culture hip-hop, avec ce que moi j'appelle le peuple de la périphérie, les gens des banlieues, les gens des villages éloignés, les femmes. Et comment on va mettre tout ça en écho par rapport à une réflexion européenne. Forcément, lorsqu'on est dans une démarche artistique, on est dans une démarche politique. Mais mon idée, il y a aussi une réflexion sur l'esthétique. Donc c'est plus complexe que ça. C'est pas juste le fait de se dire je revendique et tout. Moi j'ai un mantra de vie qui est préserver le patrimoine et cultiver la modernité. Et il faut rentrer par effraction aussi. Il faut ouvrir la porte pour que les gens puissent rentrer par effraction. Parce que je pense qu'il y a une résistance aussi. Les gens qui... Voilà, moi je l'avais vu à Saint-Denis quand j'avais travaillé à Saint-Denis. J'étais à de Saint-Denis il y a longtemps. Et je faisais venir beaucoup de jeunes gens qui n'allaient pas du tout au théâtre et tout ça, et qui dérangeaient le public bourgeois, qui disaient mais pourquoi est-ce qu'ils parlent, pourquoi est-ce qu'ils font du bruit en regardant le spectacle? Parce que simplement, il y avait un problème avec des gens qui n'avaient pas les codes de la bourgeoisie pour aller au spectacle, et donc un rejet. Donc là, il y a du chantier encore. Mais c'est une diversité sociale, évidemment. La mixité sociale elle est toujours difficile. Villard avait 2% d'ouvriers. On le lui reprochait. En réalité, c'était un triomphe. C'est fatigant aussi. On a envie de répondre aussi quelquefois comme a répondu Villard. Donnez-moi une autre société, je vous ferai un autre théâtre. Je travaille dans les quartiers, puis je travaille en prison. En prison, j'ai que des Arabes. Hein. En tout cas, quand on rentre dans la salle, on voit tout de suite que la prison, c'est lié à un conditionnement social. On voit bien que ces garçons sont là parce qu'ils sont nés à l'endroit où il fallait pas. Je ne prétends pas, bien sûr, que le théâtre peut tout réparer. Hein. Décoloniser les arts, c'est un ensemble d'hommes et de femmes qui sont artistes ou techniciens, techniciennes, qui sont administrateurs, qui travaillent dans le milieu de la culture et du spectacle vivant, mais qui se disent que les difficultés qu'ils et elles rencontrent dans leur parcours, dans leur carrière artistique, n'est pas lié à un manque de talent ou un manque de formation, mais est lié à un problème de discrimination lié à leurs origines et souvent à la couleur de leur peau. C'est des gens qui ont, au-delà de leurs propres mésaventures, de leurs propres anecdotes, ont voulu réfléchir à la chose de façon plus systémique. Ont voulu réfléchir faire un espèce de diagnostic de l'absence de diversité, des difficultés pour rentrer dans des écoles, pour trouver un emploi, pour rentrer dans des équipes permanentes, dans les théâtres. Et on se rend compte que l'absence de diversité est à hurler, quoi. Est à hurler. L'absence de diversité, évidemment, dans les postes de direction, mais en fait, à chaque endroit de la chaîne du paysage culturel, quoi. Voilà, c'est essayer de constater les choses et puis essayer de faire toute une série de préconisations auprès des professionnels, auprès des politiques, auprès des institutions, et puis aussi un ensemble de débats qui se sont menés pour essayer déjà d'abord de prendre conscience du problème. Et c'est pas facile, en fait. Et c'est pas facile parce qu'on est tous les héritiers et les héritières de siècles de domination. Et quand bien même on ne se pense pas raciste, on reproduit parfois et souvent de manière inconsciente des systèmes qui le sont. Qui sont racistes au moins par omission. Pas un racisme de haine, pas un racisme de bêtise ou pas un racisme de rejet, mais de rejet volontaire. Mais un racisme d'omission, c'est-à-dire que le moment où on oublie celles et ceux qui manquent et qu'on ne voit pas.
Et que ça ne pose pas de problème, par exemple, quand on est spectateur ou spectatrice, d'assister à un spectacle où il y a 17 acteurs sur le plateau, il n'y a qu'une seule couleur de peau. On ne se pose pas la question. Par contre, il suffit qu'il y ait un acteur noir dans une distribution pour qu'on se dise, mais pourquoi il est là, lui? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Et là, d'un coup, la couleur de la peau apporte une valeur dramaturgique qu'il faudrait expliquer. C'est qu'on est tellement peu habitué à voir la diversité sur un plateau que d'un coup, ça deviendrait signifiant. Et donc, tout l'objet de Décoloniser les arts, c'est d'essayer de favoriser l'accès à la pratique artistique à des artistes qui, pour l'instant, sont racisés, c'est-à-dire subissent le racisme. Tout simplement, racisé, c'est pas autre chose qu'être victime de racisme. C'est pas une autodéfinition, c'est simplement un moment où on se dit ce que je vis, c'est pas moi qui suis pas talentueux. Ce que je vis est lié à un système qui me renvoie à une position, à une supposée race. Voilà. Mais l'idée in fine, c'est aussi une réflexion sur le leadership. C'est-à-dire qu'il faut que demain, je puisse avoir mon théâtre. Et pour pouvoir faire ces choses. Mais c'est un processus. Si eux considèrent un tel ou un tel qu'on est des têtes de gondole, où on justifie, on a des trucs, bien leur en face. C'est aussi une réflexion sur le leadership. C'est aussi une réflexion sur comment, dans un paysage qui est, encore une fois, très homogène, comment on va faire en sorte de faire bouger les lignes et faire bouger les choses. Et c'est là où c'est ma démarche. Ma réflexion, elle est très brechtienne dans ce sens-là. C'est-à-dire que pour moi, Brecht, c'est une figure fondamentale qu'on doit revivifier en enlevant tout le côté politique, parce que c'est daté, c'est un contexte et tout. Mais cette idée de déconstruire et de faire des propositions qui sont en rupture par rapport à ce qu'on a pu faire. Pourquoi on devrait faire de cette manière et pas de cette manière, etc. C'était un tourbillon incroyable, cette affaire initiée par Aïssa Maïga, parce que on a toutes eu ce SMS qu'elle nous a envoyé en nous demandant si on était d'accord pour participer à un livre. On s'est retrouvés ces 16-là. C'est allé vite, on a appris qu'on allait aller à Cannes, il y avait cette histoire de vêtements, qu'est-ce qu'on allait porter, comment on allait monter sur les marches. Enfin, ça a été un tourbillon émotionnel, un tourbillon d'organisation, un tourbillon de décision, qu'est-ce qu'on veut, pourquoi on dit ça, qu'est-ce qu'il va y avoir comme répercussion, sur quoi on peut agir, etc. On se voyait, on se réunissait, on mettait en commun nos capacités, nos idées, nos envies, et puis bam, on est allé à Cannes, bam, on a fait cette montée des marches qui pour moi a un côté historique dans le sens où moi j'adore les livres, j'adore l'écrit, j'adore l'écriture, j'adore la lecture, et je trouve que le cinéma, la lecture, l'écrit, tout ça, ça va ensemble, c'est un ensemble. Et je trouvais très beau que des femmes qui ont écrit un livre montent les marches de ce palais des festivals, en plus des femmes noires. Ça rappelle ce qui s'est passé aussi aux États-Unis à une époque où les Noirs se rebellaient, se prenaient en main. Chacune va tirer le fil de ce qui s'est passé par rapport à ce qu'elle aime, ce qu'elle fait, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle veut faire, ce qu'elle veut voir changer. Je sais que certaines veulent agir sur les politiques pour qu'il y ait carrément des lois qui soient créées. Je sais que certaines ont réuni des directeurs de casting pour que justement les castings soient dégenrés, pour qu'on dise voilà, on a besoin de quelqu'un qui a tel caractère, telle façon, pour tel personnage, et pas un noir, un caucasien. C'est un peu, bon voilà, c'est un peu has-been maintenant. J'ai toujours été écœurée d'entendre le mot black, que les gens ici en France parlent de noir en disant black, moi ça m'agace. Et depuis ce livre, il y a plein de gens qui font gaffe à ça, qui font attention, parce que ce que ça raconte, ça raconte quelque chose de fort. On va chercher un vocabulaire américain pour parler des gens qui en fait sont chez nous, sont des nôtres, sont des Français, parce qu'on n'arrive pas à dire noir, on n'arrive pas à dire africain, ça nous écorche la bouche. Je trouvais ça vraiment bizarre. Il y a, disons, un manque de regard. C'est pas tant une volonté de rester sur des créateurs blancs qu'un manque de regard sur tout ce qui se fait. La créativité va venir à cet endroit, parce qu'il y a une résurgence, une liberté qui a peut-être plus en France, qui devient un pays comme ça, puritain, lisse, pire que de la censure, de l'autocensure. Les créateurs ont peur d'aller dans des endroits qui risqueraient d'être punis ou montrés du doigt. Le mot racisé permet de nommer ce groupe social fondé non pas sur une couleur de peau
ou une supposée appartenance ethnique, mais sur le partage de l'expérience sociale qu'est le racisme. Est racisé celle ou celui susceptible d'être assigné à une catégorie raciale, c'est-à-dire perçu comme appartenant à un groupe altérisé, distinct du groupe majoritaire blanc, comme un groupe homogène partageant des pratiques, des manières d'être, de vivre et de penser. Racisé ne désigne pas une identité communautaire, mais une marque associée à une position sociale, économique, politique et symbolique subalterne. En tant que personne racisée, je me suis toujours intéressé aux déterminismes liés au concept de race qui s'opèrent dans notre société. Ces déterminismes fondés sur la notion socialement construite de race agissent en fonction de l'appartenance réelle ou supposée d'une personne à un groupe racial. Oui, supposée car au-delà de la complexité inhérente à l'idée de race, cela procède à l'aune de l'apparence avant tout, c'est-à-dire donc des stéréotypes collectifs et individuels liés au visible. Une personne dont là où les origines raciales, non blanches donc, ne sont pas visibles ou immédiatement définissable, n'a pas la même vie qu'une personne visiblement racisée. Le phénomène ne s'arrête pas là. En adoptant une approche systémique du racisme et en s'intéressant également aux groupes majoritaires, dominants, il faut introduire la notion de blanchité, mettant au jour l'existence d'un groupe blanc dont l'hégémonie sociale, politique et culturelle est telle qu'elle en devient invisible. Elle n'est pas un caractère intrinsèque des individus, mais une qualité qui peut s'acquérir. De la blanchité émane le privilège blanc comme une combinaison de normes et d'opinions exclusives qui sont soutenues par les membres du groupe blanc d'une façon qui renforce en permanence la distance entre les groupes sociaux en s'appuyant sur le pouvoir, l'accessibilité, les avantages, la majorité numérique, le contrôle, le choix, l'autonomie, l'autorité, les possessions, la richesse, les opportunités, l'acquisition de biens, les réseaux, un traitement préférentiel, un droit et le statut social. Si des personnes voient le cours de leur existence profondément altéré en raison de leur assignation à une identité racialisée, alors il y a de l'autre côté des personnes qui en profitent. Les mots de Lilian Thuram illustrent parfaitement cette notion. Aujourd'hui, la suprématie blanche se déguise en de multiples nouvelles formes. La lutte antiraciste connaît de plus en plus d'ampleur et de résultats, mais rencontre aussi des difficultés inédites. La discrimination dans toute son envergure est en train de prendre une vitalité effrayante. Tu te mets à flipper, tu te mets à te dire qu'est-ce qui se passe si demain dans le cinéma les Arabes sont plus à la mode, qu'est-ce qui se passe si demain dans le théâtre les Arabes sont plus à la mode, est-ce que je travaillerai toujours, est-ce que... On est obligé de se poser des questions, en vrai. Elles restent pas très longtemps dans la tête, tu vois, mais elles sont là, en permanence. Bénédicte, quand elle est rentrée au conservatoire, c'est la première fois où, dans cette promotion, sur les 30 élèves de sa promotion, 10 étaient non blancs. Et ben, ça a fait un scandale, mais ahurissant, avec des lettres d'école, de jeunes élèves, etc., hurlant à l'inégalité ou à l'injustice d'une apparente discrimination positive. Donc refusant de pouvoir croire que 10 comédiens aient été suffisamment forts pour entrer au conservatoire, ayant soupçonné immédiatement le jury d'avoir été dans une discrimination positive. Il y avait une méfiance d'ailleurs de la part des jeunes gens qui candidataient pour le premier acte, qui se demandaient est-ce que ça va être une autre forme de ghettoisation, etc. Puis très vite, ils ont vu en participant à l'aventure que c'était pas du tout ça et que ça créait d'autres choses, d'autres opportunités. Mais je peux tout à fait comprendre qu'au départ, voilà, il y avait des gens autour de moi qui comprenaient pas bien, qui disaient mais pourquoi tant de violence, etc. Alors qu'on fait des trucs super et tout ça. Moi je disais si, je peux comprendre parce on a mis du temps à se poser cette question-là. Et on répondait finalement à une question pour la génération à venir, mais pas pour la génération passée, quoi. Et je pense que c'était ça aussi la prise de parole. À côté de ça, il faut bien voir que le camp d'en face s'hystérise et s'organise et maintenant développe un argumentaire très fielleux, je trouve, pour essayer de discréditer nos actions et nos convictions. C'est-à-dire de faire de nous des sectaires dangereux, alors quand on n'est pas traité d'islamo-gauchistes ou de fréristes, ou par rapport aux artistes avec qui je suis ami, etc. Par contre, je milite toujours pour éviter toute forme de censure, de ne pas empêcher les spectacles de jouer, etc. Tout ça, c'est contre-productif. Je comprends d'où ça vient, je comprends une forme de colère et d'exaspération, mais c'est contre-productif, c'est donner des armes à nos adversaires. Ça donnait la sensation qu'on est dans un intégrisme
intolérant et c'est tout le contraire en fait. Je pense quand même que nous tous, que ce soit les David, les Stan, etc., on bataille à nos échelles pour plus de justice en fait, tout bêtement quoi. Toutes les écoles, ils reçoivent des castings pour leurs élèves pendant et après aussi l'école. Et après, eux, ils orientent les castings vers certains élèves. Ce serait bien de ne pas orienter les castings sur certains élèves en fonction de leur apparence physique. Genre moi, plusieurs fois, justement, je t'ai dit, les rôles d'ultra, de mecs de banlieue, de racailles, ou trucs comme ça. Forcément, je voyais dans les destinataires il n'y avait pas toute la promotion. Et ça m'a fait chier, parce que je me dis, un camarade à moi qui est blanc peut très bien faire un mec de banlieue. Enfin, et donc pourquoi lui il n'était pas dans le mail? Par rapport aux questions de quotas, tout ça, je suis pas sûre que ça soit vraiment une solution. J'ai plutôt peur que ça crée plutôt effet contraire, que ça devient une contrainte pour les créateurs. Mais c'est aussi à nous de faire attention, quoi. Parce que quand on crée, quand on fait de création, déjà fait attention, est-ce qu'on est assez fidèle avec le monde, non seulement qui nous entoure, mais ce monde qui nous nourrit, qui nous alimente de tous nos énergies, toutes les sources créateurs, que ça soit quand tu écris ou quand tu fais la mise en scène. Il ne faut pas oublier comment c'est ce monde. Alors là-dessus, au terme de la diversité, ça devrait se faire assez naturellement. En fait, je ne comprends pas pourquoi on est encore là à casser la tête là-dessus. Je ne peux pas dire que je suis favorable au quota, mais je ne suis pas non plus contre le quota. Je pense que c'est quelque part une étape nécessaire par laquelle on doit passer. Parce qu'au bout d'un moment, s'il n'y a pas d'autres moyens pour ouvrir tout ça à d'autres personnes qui jusque-là n'avaient pas accès, c'est pas plus mal d'imposer un ordre ou un quota. C'est un investissement à long terme. C'est-à-dire que oui, peut-être à cause du quota, il y a des gens qui sont pas si bons comédiens, qui sont pas si talentueux, qui sont pas si ça, qui vont être mis en avant, qui vont être sur des projets, tout ça. On peut pas éviter ça. Enfin, je pense que ça arrive, forcément. Moi, je dirais, on peut faire tout. Il faut tout faire. Il faut tout tenter, il faut tout essayer en gardant le curseur sur la bienveillance. Mais je pense qu'il faut tout tenter. Moi, je pense que les quotas, ça peut être une bonne chose. Parce que ça obligera à ce qui est effectivement de la diversité, ce mot étrange, dans les médias. Je trouve que donner des subventions quand un réalisateur ou un metteur en scène emploie des gens issus d'autres milieux que la norme blanche, si on peut dire ça comme ça, c'est une bonne chose. Écrire un bouquin sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on vit dans le racisme, c'est une bonne chose. Je veux dire, je pense qu'il faut tout tenter avec les moyens de son bord, mais essayer par chaque moyen possible de faire avancer les choses, qu'on travaille dans la pub, dans un supermarché, sur la scène. C'est constamment que chacun peut amener une pierre à cet immense édifice qui va nous faire vivre ensemble mieux tous. Parce que souvent je me dis, mais c'est quand même dingue on est tous des humains, on a une planète dont on doit s'occuper, on a une culture qu'il faut sans cesse retravailler comme une terre glaise là, qu'on manipule et qu'on redessine. On a un potentiel humain à développer, l'empathie, le cerveau, on connaît à peine ce que c'est faire le cerveau, on doit apprendre énormément de choses, on a beaucoup de travail, on doit lancer des ponts entre les cultures, entre les gens, être encore aujourd'hui à travailler sur des questions de couleur de peau, purée de bois, mais waouh, c'est quand même dommage, on a tellement de travail à faire ensemble. Moi, des fois, je trouve ça abyssal, quoi. Des fois, je suis terrifiée parce que
je me dis, mais il faut qu'on s'occupe de l'éducation des enfants, il faut qu'on s'occupe de mieux se nourrir, il faut qu'on s'occupe de se nourrir autrement, il faut qu'on s'occupe de la biodiversité qu'on est en train de détruire, il faut qu'on rêve, il faut qu'on transforme énormément de choses et on est encore là à se demander t'es de quelle origine, hein. Waouh. Comme les outils de la parité entre les hommes et les femmes, ça avance, on va vers le mieux, hein, on progresse vers. Or, c'est tout simple, hein, il suffit juste d'imposer la parité totale et absolue à tous les directeurs et directrices d'institutions, quelles qu'elles soient, pour que la parité, elle existe demain, quoi. Voilà. Eh bien, je pense qu'il suffirait d'indiquer plus que soyez attentifs à la diversité, mais simplement dire nécessité absolue d'être respectueux de la diversité, quoi. Voilà, c'est aussi bête que ça. Alors, certains parleront de quotas, moi je parle d'objectifs chiffrés. Des objectifs chiffrés, 30% de la population française n'est pas blanche, bon bah voilà, 30% de la programmation doit être confiée à des artistes non blancs, les distributions doivent être, c'est pas forcément mathématique, mais en tout cas doit être respectueuse de ce tiers, là, quoi, de ce tiers d'invisible. Ouais, je crois que ce qu'il faut faire, c'est pas avoir peur des mots, quoi. Parce que des objectifs chiffrés, on en a plein, hein. Quand on dirige une institution, on est plein d'objectifs chiffrés. On est d'ailleurs jugé là-dessus, on fait des bilans là-dessus, sur combien de spectateurs, quel est leur âge, sur combien de jeunes publics, combien de textes de répertoire, combien d'hommes, combien de femmes. Alors pourquoi pas combien de diversité, quoi. La question est qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut faire des choses. Quand on s'appelle le ministère de la Culture, en particulier, on peut faire des choses. On a un outil, par exemple, qui est la charte des missions de service public de la culture. C'est un document qui a été élaboré à l'époque de Catherine Trottmann, qui a été réactualisé depuis, parce que les choses avancent, bougent, enfin voilà. Mais c'est un document qui dit, voilà, vous êtes en partenariat avec le ministère de la Culture, que vous soyez une très grande institution, ou que vous soyez une petite association qui venait chercher une subvention au ministère, dans tous les cas de figure, vous devez passer avec le ministère une convention. Eh bien, cette convention, elle ne portera pas seulement sur le montant financier qui va vous être accordé et vos obligations en matière artistique ou en échange, ce qu'on attend de vous en échange, X représentations de tel spectacle. Non, vos obligations, elles seront également de cet ordre-là, et évidemment ça dépend du type d'institution dont on parle. Quand il s'agit d'une scène nationale, d'un centre dramatique qui a d'abord des moyens financiers non négligeables, et puis surtout une audience, une assise territoriale importante, on vous dira, eh bien, vous devez, par exemple, vous avez des obligations sociales, vous devez prendre en compte les compagnies dramatiques ou chorégraphiques, etc., qui existent dans la région où vous résidez, et vous devez vous occuper d'elles aussi. Alors, pas obligé de tout programmer, même quand ça n'a pas d'intérêt, mais vous allez les voir, vous les aider, vous les conseiller, le plus souvent possible, vous intégrer dans vos spectacles des comédiens, des danseurs, des musiciens de ces compagnies, voire vous leur offrez votre plateau pour des répétitions, voire pour une présentation au public. Vous avez des obligations sociales. Et bien de la même façon, il faut que cette charte des missions de service public de la culture dise vous êtes metteur en scène, vous êtes programmateur, vous avez des obligations. En termes de parité, ça c'est fait, c'est dans les textes. Vous avez des obligations en termes de parité. Il faut que, plus ou moins, voilà, mais au cours d'une saison, eh bien, on voit des femmes metteuses en scène, qu'on voit des femmes sur le plateau, qu'on voit des... Voilà. Et bien de la même façon, il faut s'ouvrir à la diversité ethnique telle qu'elle reflète la réalité de notre pays tel qu'il est aujourd'hui. Je suis absolument contre les quotas. C'est la pire manière, à mon avis, de faire les choses. C'est d'ailleurs exactement comme pour les femmes. Le quota, à mon avis, est très, très, très négatif. Un impact. Ça produit le contraire de ce qu'on veut produire. C'est très dangereux, les quotas. Non, il faut que les choses changent. Il ne faut pas qu'il y ait des quotas, il faut que les choses changent. La plus belle des diversités, c'est la diversité des idées. Alors, si elles sont portées par l'ensemble de l'humanité et quelle que soit la couleur de peau, oui. S'il faut avoir une diversité avec, disons, des œuvres qui sont bas de gamme et qui sont absolument devant être programmées parce qu'elles sont, je ne sais quoi, venues du Botzawa, non, pour deux raisons. D'abord parce qu'elles sont pas bonnes, et deuxièmement parce que ça donne une image extrêmement négative du Botzawa.
qu'à partir du moment où sur les plateaux de théâtre, il y aura des jeunes gens issus d'ailleurs, ça va changer mathématiquement les gens qui vont venir les voir aussi, parce qu'il y a aussi des spectateurs qui se disent mais pourquoi est-ce que j'irai voir des histoires, je vais voir des histoires de grands bourgeois entre eux, blancs, etc. C'est une vraie question, mais qui ne peut se résoudre qu'à partir du moment où les gens qui vont avoir le pouvoir pour décider sont des gens issus d'ailleurs et qui vont raconter des histoires d'ailleurs. Donc ça veut dire ouvrir les lieux de pouvoir, on va dire, à des gens qui viennent d'autres classes sociales, d'autres endroits. Et ça, il y a encore du boulot parce qu'il y a une forme de confiscation quand même. C'est-à-dire, on est bien entre soi. C'est comme dans certains quartiers de Paris, on est ravis d'être entre gens riches, architectes, etc. On n'a pas vraiment envie que d'autres gens viennent. Donc je pense qu'il y a aussi quelque chose de cet ordre-là dans la culture. On va dans des lieux de culture aujourd'hui pour aussi reconnaître des gens qui nous ressemblent socialement, etc. Encore une fois, moi je réfléchis en termes de leadership. Il est temps maintenant de changer ce paradigme-là et de se retrouver dans des endroits où c'est comme ça qu'on va changer les choses, où on est vraiment décisionnaire. Et je ne vois pas juste artiste quelque chose ou artiste truc ou ça, mais tout simplement directeur de quelque chose et je mets les choses en place et on fait bouger les choses, c'est tout. Et c'est comme ça qu'on va faire changer les choses. Encore une fois, ce qui fait bouger les choses, c'est la proposition éditoriale. Quelles sont les pièces qu'on joue, qui ça s'adresse à qui, c'est quoi le projet derrière, pourquoi on fait ça, à qui on parle. Ça, c'est des choses qui se définissent en amont et ça se définit dans une réflexion éditoriale lorsqu'on a un lieu. La France, c'est un pays avec une belle mixité. On voit dans la rue, c'est quelque chose de très beau de la France, c'est un pays très mosaïque. Mais pourquoi, au théâtre comme dans le paysage audiovisuel, pourquoi ça manque tant de variété? Ça ne représente pas le vrai paysage de la société. On est déconnecté de la réalité, quoi. Là, ça manque de quoi? Je sais pas, manque de courage, je crois pas, parce que je ne pense pas que ça soit vraiment choquant pour les spectateurs ou téléspectateurs. Parce que, non, les gens sont confrontés à la réalité. Qu'il y a des pharmaciens asiatiques, il y a des chauffeurs, chauffeurs blacks, il y a de tout, en fait, dans notre société. Et pourquoi, dans la fiction, sur scène, pourquoi on n'assume pas ça? Toute la culture m'appartient. Voilà. Shakespeare est à moi. Il est à moi, vraiment. Les Apaches sont à moi. Les Sioux sont à moi. Voilà. Othello est à moi. Othello est à moi. Et puis un autre acteur dira, il est à moi aussi. Et je dirais tant mieux. Et je dirais tant mieux. Mais pour moi, tous les auteurs sont contemporains. Shakespeare est un auteur contemporain. Et le passé n'existe pas au théâtre. L'ancien temps n'existe pas. Quand on doit interpréter, c'est du moderne. Tout le temps, c'est du vivant. C'est tout de suite, maintenant. Et c'est à moi. Toutes les cultures sont à moi. Toutes les cultures sont à moi. La culture zoulou est à moi, que je trouve passionnante. J'adore. C'est à moi. Ça m'appartient aussi. Aucune catégorie de population ne peut revendiquer une priorité sur un auteur, sur une culture. Ce n'est pas vrai. Tout le monde a le droit d'interroger toutes les cultures, de les interroger. Non, pas de les caricaturer, pas de les salir, mais de les interroger. C'est ça, cette liberté. Pour être honnête, j'ai mis un certain temps avant de me rendre compte du problème de la diversité au théâtre. Je ne voyais pas le manque de représentation de certaines personnes sur les plateaux. C'est en discutant avec des comédiens racisés de ce sujet que j'ai vu la violence que cela pouvait engendrer. Avec cette série d'interviews, j'ai été frappée par le racisme inconscient des institutions, mais aussi par les nombreuses manœuvres pour changer la donne. Si ce sujet fait polémique, c'est qu'il mérite d'être pris au sérieux au niveau politique et artistique. J'ai bien conscience de n'avoir évoqué avec mes intervenants que la diversité ethnique et sociale, bien souvent liée par ailleurs, et je crois fermement à la neutralité dramaturgique de la couleur de la peau. Les différentes pistes politiques annoncées valent la peine d'être exploitées, malgré les débats, malgré les accusations parfois vérifiées, parfois erronées de discrimination positive. Je crois à la démocratisation de la culture pour un public hétérogène,
et je crois à la sincérité ainsi qu'aux engagements de mes intervenants. Alors si ce reportage peut vous apporter ce qu'il m'a apporté, c'est-à-dire une ouverture d'esprit sur l'autre, sur les luttes à mener, j'en serai heureuse. Merci à toutes les personnes qui ont rendu cette vidéo possible, à tous ceux qui la regarderont, et à tous ceux qui partageront cette réflexion sur la diversité au théâtre. Je vous laisse une citation de Lévi-Strauss pour terminer ce reportage. La diversité des cultures est derrière nous, autour de nous et devant nous. La seule exigence que nous puissions faire valoir à son endroit, créatrice pour chaque individu des devoirs correspondants, est qu'elle se réalise sous des formes dont chacune soit une contribution à la plus grande générosité des autres.